Maintenant, on va passer à l'autre présentation. Il est actuellement 3h55. Il nous reste 3 présentations et une pause à gérer d'ici 17h30. Alors, je pense qu'on va y arriver, mais au sujet de la pause, après la présentation de C-Brain, je souhaiterais qu'on respecte le temps, si possible, accordé, et on va essayer de vous donner 10 minutes pour vous dégourdir les jambes. Alors voilà. Maintenant, le prochain présentateur, Marc-Étienne Rousseau, a été mandaté par le Dr Evans pour venir nous faire la présentation. Marc-Étienne est responsable de la planification ainsi que de la gestion du développement des projets C-Brain et G-Brain au sein de l'équipe du Dr Evans à l'Institut neurologique de Montréal. Nous avons, Michel et moi, l'année dernière, eu le plaisir de visiter l'Institut neurologique à l'invitation du Dr Evans. Je peux vous assurer que c'est fort impressionnant. Alors, avant de joindre l'équipe, Marc-Étienne participait en tant que gestionnaire des technologies d'information scientifique à l'élaboration des systèmes réseautiques pour le tout nouveau complexe des sciences de la vie, toujours à l'Université McGill. Depuis 9 ans, il a occupé des postes en industrie, dont chez IBM Canada, où il fut l'un des membres initiaux du groupe d'intérêt sur les sciences de la vie, IBM Life Sciences. Marc-Étienne est détenteur d'une double formation, et c'est là l'intérêt de mentionner ça, soit d'une maîtrise en biochimie de l'Université McGill, et il a passé un programme d'informatique à l'Université de Colombie-Britannique. Alors, sur sa bio, on dit que ses connaissances approfondies en biologie et en informatique lui permettent de resserrer les liens trop souvent ténus entre ces deux domaines scientifiques. Et c'est fort intéressant. Alors, nous avons, au risque des demandes constantes de relier les différents partenaires aussi pour des projets, et le projet C-Brain, nous allons faire un lien point à point 10 gigabits avec l'Université de Californie à San Diego, entre entre l'Université McGill et l'Université à San Diego. Alors, c'est fort intéressant, ça rentre dans le cadre des mandats de ce qu'on vous a parlé aujourd'hui au niveau des circuits optiques dédiés. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter Marc-Étienne pour sa présentation. Bonjour. Alors, on va passer de la matière verte à la matière grise. Merci, Daniel, pour la présentation. Donc, les projets C-Brain et G-Brain sont 2 projets Canaries. G-Brain a été signé tout récemment cet automne. Qu'est-ce que C-Brain? Je vais commencer par C-Brain, ensuite par G-Brain. C'est en fait le réseau canadien de neuroimagerie. C'est une plateforme de neuroimagerie distribuée qui allie 5 centres canadiens. L'Université McGill, l'Université de Toronto avec le Dr Steven Strutter, l'Université de Montréal juste ici avec le Dr Julien Doyon, UBC avec John Stossel et l'Université de Western Ontario avec Dr Ravi Manon. C'est aussi un prototype de visualisation 3D à haute résolution d'un jeu de données qu'on appelle le Big Brain. Et ça, c'est de la collaboration entre l'Université de San Diego et McGill. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, en fait, c'est une sous-catégorie de la neuroimagerie qui s'appelle la cartographie du cerveau, le brain mapping. Et c'est en fait une jonction de plusieurs disciplines, dont le calcul haute performance, la neuroscience, la physique, technologie d'imagerie. On voit ici un scanner, ce n'est pas des scanners cliniques, ce sont des scanners de recherche à beaucoup plus haute résolution, mais c'est des technologies de résonance magnétique qu'ils utilisent aussi dans les hôpitaux. Des exemples de projets de recherche qu'on a, c'est toujours des études sur des populations. Donc, on compare des populations pathologiques telles l'Alzheimer, la sclérose en plaques, l'autisme, la schizophrénie à des populations normales. On fait aussi des études sur le développement normal du cerveau. À l'extrême gauche, vous avez
une carte des lésions d'Alzheimer qui évoluent chez un patient. C'est en fait une diminution de l'épaisseur du cortex externe du cerveau. À la toute droite, vous voyez le développement normal du cerveau, où c'est une étude de l'évolution des connexions dans les cerveaux des enfants entre l'âge d'ici 1 semaine et 10 ans. Le concept essentiel qui nous permet de pouvoir faire des comparaisons dans les populations, c'est l'espace stéréotaxique. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une espèce de boîte à souliers où on doit rentrer le cerveau de chaque personne, l'image du cerveau de chaque personne, dans un système de coordonnées unique qui nous permet de pouvoir comparer un point donné d'un cerveau d'une personne à un point donné d'une autre personne, ou même un point donné chez un même patient à 2 différentes visites. Ça permet de faire des choses comme celle-ci. C'est une comparaison des lésions de sclérose en plaques chez un seul patient à gauche, où on voit en rouge dans le 4e cadran les lésions chez ce patient-là. Et à droite, vous avez un modèle en 3 dimensions ce qu'on appelle les hotspots de sclérose en plaques chez une population de 425 patients. Ces études-là peuvent être donc corrélées ensuite sur des backgrounds génétiques ou des habitudes de vie de ces patients-là pour aider à comprendre la maladie. Les pipelines d'analyse qui nous permettent de faire ces études-là ont beaucoup d'opérations. Il faut réaligner les cerveaux, il faut les classifier, extraire la matière grise, la matière blanche, les cataloguer, les mettre dans cet espace stéréotaxique. C'est beaucoup d'opérations. Ça prend environ 3 à 5 heures par scan, par IRM. C'est imagerie par résonance magnétique. On a des centaines d'IRM par étude. Ça nous fait des milliers d'heures CPU pour chaque étude. Et souvent, une étude nécessite qu'on fasse le procédé plusieurs fois. Donc, le C-Brain, l'idée, c'est de faciliter la recherche. Donc, nos chercheurs veulent des résultats. Ils ne veulent pas être encombrés de données ou de calculs. Ils veulent des résultats. Donc, une étude classique, c'est un chercheur qui pourrait être une étude qui pourrait être distribuée entre Vancouver et Montréal. Les chercheurs sont dans les 2 sites. Donc, les données sont entre les 2 sites. Ça peut être disons 14 gigabits de données. Ça ne dit pas grand-chose d'habitude aux gens. Moi, j'aime parler en termes de DVD. Environ 3 DVD pleins de données. D'habitude, tout le monde comprend ça. Ça peut représenter 8000 heures de calcul CPU, où on pourrait utiliser une grappe de calcul à Sherbrooke, par exemple. Et les résultats devraient être rapatriés à Montréal et Vancouver. Et là, on est rendu à 10 fois plus de données, donc à peu près 30 DVD. Il y a des centres de recherche qui mettent les DVD dans des enveloppes et qui les envoient, alors qu'on a des réseaux avancés ici au Canada pour nous permettre de faire une telle chose. Donc, on parle d'une architecture distribuée, des données distribuées, des utilisateurs distribués et des calculs distribués. La plateforme C-Brain est une plateforme où on allie les outils de neuroimagerie, et il y en a beaucoup. Il y a un long passé de calcul informatique en neuroimagerie. Les plateformes de calcul, ici au Canada, on a un Calcul Canada et beaucoup de centres de calcul répartis à travers le pays, mais aussi ça peut être n'importe quel autre plus petit centre de calcul. Et la réseautique, donc le réseau Canary et les ORAN, tel RISC, qui nous permettent de connecter tout ça ensemble. La plateforme est une plateforme web, accessible sans besoin de connaissances avancées en technologie de l'information. C-Brain, en fait, est composé de 4 couches. On a un portail, une couche de présentation, on a une couche de persistance avec les modèles. Ça fait une utilisation assez légère du réseau. Et ensuite, on a les contrôleurs d'exécution et le stockage qui sont distribués. Et ça, c'est ce qui permet de transférer les données d'un point à un autre et de faire tout le calcul et de retourner les données. Ça peut faire une utilisation d'assez légère à très intense du réseau. Je vais donner un exemple réel. Ici, c'est notre chercheur qui communique avec un navigateur web au portail principal qui est à Montréal. Il dit « Je veux effectuer tel calcul sur mon jeu de données de 900 IRM qui est situé à Vancouver. » Un tout petit message est envoyé à Sherbrooke au contrôleur C-Brain près de la grappe de calcul. Et ce contrôleur-là est responsable de la synchronisation des données, pas l'utilisateur. Synchronise les données vers la grappe,
lance les calculs, renvoie le statut des calculs à l'utilisateur et renvoie les résultats là où l'utilisateur les veut, soit à Vancouver, soit ailleurs. Notre feuille de route pour le calcul haute performance, je suis content d'annoncer qu'il y avait cet automne le premier concours d'allocation nationale de calcul lancé par Calcul Canada. On a appliqué et on a obtenu des heures de calcul sur tous les clusters qu'on voit ici, à l'exception de Tlumec 2 qui n'existe pas encore, qui est en construction en fait au site de l'ETS. Mais en tout, on a accumulé 1 million d'heures de calcul pour l'année qui suit. Donc, ces clusters-là sont des outils majeurs dans notre infrastructure. L'interface web, ici, je vais aller assez vite, mais en gros, c'est une interface qui permet l'utilisation de tous les outils de neuroimagerie. Donc, les utilisateurs ont leurs outils. Ils ont un gestionnaire de fichiers. Il n'y a rien de magique ici, except que ce qu'ils ne voient pas, c'est que les fichiers peuvent être n'importe où sur le réseau. Ils n'ont pas à s'en soucier. La gestion de stockage est intéressante parce qu'on a des gros serveurs de stockage qui sont centralisés dans les universités, mais un utilisateur peut aussi, en utilisant les clés d'encryption, inscrire son ordinateur ou même laptop dans le réseau afin d'y importer et puis d'y récupérer des résultats. Donc, ça rend ça assez flexible. Et c'est beaucoup plus efficace qu'utiliser les fonctions d'upload ou de download dans un navigateur web qui peuvent être de temps en temps pas très fiables. Un administrateur aussi peut, à travers le web, faire la gestion des ressources, des grappes de calcul distribuées à travers le Canada. Les permissions, qui a droit d'utiliser les centres de calcul et tout ça. Et il peut aussi arrêter la réception de tâches ou la repartir. Tout ça à travers l'interface web. À travers l'interface web aussi, le système est conscient du nombre de calculs. Ici, on voit en bas à gauche, il y a 1124 jobs qui roulent en ce moment à Sherbrooke. Ça nous permet un peu de distribuer nos calculs aux endroits où les ordinateurs sont moins occupés. Et l'utilisateur voit ces tâches-là qui roulent sur les clusters et peut les contrôler à travers l'interface web sans se soucier d'où elles soient. Elles peuvent être même sur des grappes différentes et puis on peut terminer les opérations ou quoi que ce soit, faire toutes les opérations normalement accessibles seulement à travers des outils qu'on appelle Command Line Unix, c'est-à-dire le terminal avancé. Donc, c'est très facile d'utilisation pour les scientifiques et c'est ce qu'ils veulent. Les scientifiques veulent pouvoir faire leur science et non devenir des experts d'informatique dans tous les détails. Maintenant, je vais parler du jeu de données qu'on appelle le Big Brain. Les IRM dont je parlais, c'est beaucoup de données, mais comparé à ça, c'est presque rien. Le Big Brain, c'est un cerveau humain post-mortem qui a été tranché en 7400 tranches et scanné. Chaque tranche a été scannée à haute résolution. Ça fait plus d'1 terabyte de données, ce qui équivaut à peu près à 200 DVD. Pour réussir à réaligner toutes ces images-là, parce qu'il y a des déformations dans le processus, ça prend plus de 370 000 heures de calcul. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de tous les centres de calcul à travers le Canada. C'est une collaboration entre l'Allemagne et nous. Et l'objectif principal, c'est de reformer un volume tridimensionnel pour pouvoir faire des collaborations sur ce qui est en ce moment le jeu de données d'un cerveau le plus haute résolution au monde. Cette visualisation-là, comment elle fonctionne, c'est qu'on a un software qui s'appelle Atelier 3D pour faire le rendu, qui est ici à McGill. En haut à droite, on voit notre connexion à McGill. Il y a une unité de stockage haute performance qui est à McGill, connectée à travers le réseau du risque par un lien dédié 10 gigabits qui passe par Canary et qui s'en va jusqu'à UCSD San Diego. Donc, ce lien-là fait partie, je crois, de ce que M. Vanier mentionnait dans l'objectif 2, là, les liens dédiés. Il y a un autre lien dédié très important pour nous, c'est celui avec la grappe de l'Université Laval, entre McGill et l'Université Laval, qui est un autre lien de 10 gigabits. La visualisation se fait entre ces deux groupes-là. Et ce qui est spécial à l'Université de San Diego, c'est qu'ils ont des murs de visualisation.
Et c'est un petit peu un défi qu'on s'est lancé. Si on arrive à faire cette visualisation à travers le lien sur un mur de visualisation, après ça, il n'y a plus rien qui nous empêche d'allier plusieurs centres, faire des collaborations dans ces volumes très haute résolution sur des écrans simples, haute définition. C'est un peu, on a mis la barre assez haute, mais ça fait un projet intéressant. Atelier 3D est un logiciel développé à Ottawa par des collaborateurs, Louis Borja au NRC, qui permet de faire le rendu en utilisant le GPU, la carte graphique d'un ordinateur, les cartes NVIDIA et ATI. Ce qui est spécial, c'est qu'il permet de manipuler de très larges ensembles de données parce que 200 DVD, comme je le disais, c'est une chose, mais ce n'est pas lu séquentiellement, c'est lu de façon complètement non séquentielle. Et c'est un très grand défi du côté du stockage de faire ça. Ici, on voit l'IRM du cerveau qui était appliqué par-dessus les couches haute résolution. Et on peut zoomer jusqu'à un niveau histologique cellulaire. JBrain. Maintenant, je vais mentionner JBrain, tout nouveau projet, qui est en fait une extension internationale de la plateforme CBrain, avec des groupes en Corée, en Allemagne et aux États-Unis. Et aussi, là où on avait beaucoup de petits jeux de données dans CBrain, on va avoir des pipelines pour nos fameux Big Brain. Je veux mentionner ici que c'est très important de nous situer par rapport au monde en termes de calcul haute performance. La plupart des grappes de calcul du Canada auxquelles on a droit en ce moment sont sur la liste des 500 supercomputers plus performants au monde. CLUMEC 2, qui n'existe pas encore, va certainement être très haut. Avec Jülich en Allemagne, on a une position 13. CLUMEC 2 de l'Université Laval, qui est tout nouveau, est en position 63, etc. Donc, on a vraiment une capacité, même ici, juste au Canada, de calcul qui est impressionnante, mais il y a peu de monde qui en tire avantage à travers les plateformes. Rapidement, ici, la pipeline internationale pour le Big Brain. Les Big Brains sont générés en Allemagne et partagés entre la couche du haut ici et puis en bas à droite, c'est-à-dire le CLUMEC et le supercomputer en Allemagne. Une fois que les calculs sont finis, ils sont transférés vers la gauche en bas sur le stockage haute performance pour ensuite pouvoir être vus en 3D de façon collaborative entre le laboratoire d'Allemagne et le laboratoire de Montréal. Ça représente beaucoup d'heures de calcul et ça représente quelque chose qui n'a pas été fait. Ces jeux de données-là existent depuis un certain temps, les Big Brain, et on les envoie encore fréquemment sur des disques durs externes. On a beaucoup de collaborations internationales à l'Institut neurologique. On en a choisi certaines pour le JBrain. Il y a un jeu de données d'Alzheimer en Corée qui est très important. Et il y a aussi des collaborateurs qui ont une autre sorte de pipeline avec d'autres outils à Los Angeles, Dr Toga, et nous allons voir à ce que nos deux plateformes puissent s'intégrer. Ce que je mentionnais, c'est que dans CBrain, là où on avait beaucoup d'IRM et un seul Big Brain, maintenant dans JBrain, on s'en va vers l'étape suivante où on a beaucoup de Big Brain. D'où ils viennent, on peut s'inquiéter parce que les cerveaux humains ne courent pas les rues pour être coupés en tranches. Il y a des collaborateurs, il y en a un deuxième en Allemagne, en fait, un cerveau humain, mais il y a des collaborateurs ici à McGill, au Lab Sales, qui font des scans haute résolution de cerveaux de rats. Et là, ça permet d'en faire des dizaines. Et la résolution est encore plus haute, ce qui fait que même si un cerveau de rat est tout petit, ça nous fait quand même un jeu de données d'1 terabyte. Et la pipeline entre McGill et le super ordinateur, la grappe de l'Université Laval, connectée par le lien 10 gigabits de risque, est un outil essentiel pour nous. Ces données-là vont nous permettre de faire des banques de données multimodales pour étudier les maladies. Donc, on va pouvoir, par exemple, étudier l'expression génétique à chaque point du cerveau des rats et permettre de faire des modèles tridimensionnels, éventuellement accessibles à travers le web en plus basse résolution et permettant de voir quels gènes sont, par exemple, dérégulés dans le contexte de certaines maladies dans les modèles animaux, ce qui est un outil très important pour la recherche.
Je suis allé assez vite pour ne pas empiéter trop sur le programme. Ma dernière diapositive ici, en fait, mentionne tous les participants. Il y en a beaucoup. J'ai mentionné les principaux investigateurs pour CBrain. On n'a pas encore engagé tout le personnel pour GBrain, mais vous pouvez consulter toutes les informations dont j'ai discuté aujourd'hui, les présentations et puis tout ça sur le site qui n'apparaît pas ici malheureusement, qui est cbrain.mcgill.ca. Merci.